Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de BMX Talk aujourd'hui avec un entraîneur qui monte en puissance ces derniers temps, Thomas Barranca. Ancien pilote élite, le jeune homme de 24 ans est aujourd'hui à la tête de la DN1 de l'équipe de Besançon ainsi que du sport-études du club. Il est notamment le coach de nombreuses réussites sportives avec 7 victoires au podium lors des derniers championnats de France, ainsi que 8 victoires podium ou finale lors des derniers championnats d'Europe qui se sont déroulés chez lui. Dans cet épisode, on a parlé notamment de son parcours, de sa transition de pilote à coach, de sa relation si particulière avec le club de Besançon et bien entendu sa vision du coaching. Pour être un bon entraîneur, un très bon entraîneur, c'est un supplément d'âme, de savoir donner les bons mots, les bonnes paroles, savoir quand il faut peut-être pousser l'athlète, savoir peut-être relâcher, c'est du feeling, des choses comme ça que tu n'apprends pas mais que tu ressens à travers tes échanges avec tes pilotes et tout. C'est tout cet aspect un peu accompagnement plus que j'ai envie de dire qui fait la différence quoi. Et pour la première fois, on est fiers de vous dire que ce podcast est sponsorisé, on en reparle dans quelques instants. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous écoutez ça sur Spotify, Deezer ou les plateformes de streaming, à liker ou à vous abonner si vous êtes sur YouTube. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de BMX Talk avec Thomas Barranca. Bon déjà, première chose, je tenais à m'excuser parce que, présenter mes excuses parce qu'on t'a qualifié de manager. On t'a qualifié de manager dans une vidéo. Ce n'est pas. C'est quoi le titre exact? Coach? Ouais, entraîneur. Entraîneur. Ok. Ouais, comme j'ai dit, Arnaud Préto, lui c'est le manager. C'est plus tout ce qui est logistique, réservation d'hôtel, des repas, tout ça. Et puis moi, vraiment la partie entraînement, coaching sur les courses. Je l'épaule sur Coupe du Monde, Coupe d'Europe, voilà. Et puis après, sinon, organisation des stages aussi, des choses comme ça, quoi. Voilà, un peu mon job, mais entraînement, ouais. Tu as été pilote pendant hyper longtemps. J'ai un peu halluciné quand tu as dit que ça faisait 30 ans que tu étais dans le BMX. T'as dit ouais, j'ai 24 ans, j'ai commencé à 4-5 ans, donc ouais, ça fait 20 ans. 20 ans ici, à Besançon, ouais. Comment t'as commencé? Je sais que ton père était dans le cyclocross. Ouais. Comment t'as commencé le BMX? En fait, j'ai jamais voulu faire de BMX à la base. En fait, j'ai toujours voulu faire de la route et du cyclocross comme lui. Sauf que quand j'ai voulu commencer à 4-5 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les écoles de vélo qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, les clubs de route, il n'y avait pas. Donc en fait, et il travaillait au comité à l'époque. Et en fait, on a été invité à un Car France ici. Et je suis venu voir et j'ai adoré. Lui, pas trop au début, il y avait beaucoup de chutes. Mais du coup, j'ai voulu faire ça. Je suis venu un coup m'entraîner, comme ça il n'y avait personne à la piste avec mon petit VTT, puis c'est parti quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu justement, même à l'heure actuelle, on en parlait en off, mais t'es un gars, je pense que t'es un des gars qui déjà a une très grosse culture BMX, qui a une passion, je pense, comme il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'a passionné justement dans le BMX? C'est une première fois qu'on me pose cette question, qu'est-ce qui m'a plu au début? Je pense que c'est le fait de m'amuser sur un vélo. Parce que je faisais de la route à côté du VTT pour m'amuser, mais du coup, c'était beaucoup moins amusant à mes yeux que de venir une après-midi. Le premier souvenir que j'ai de m'amuser, il y avait une toute petite double en dernière ligne à l'époque. Et je me souviens, on était 3-4 copains à l'époque, on s'amusait juste à la sauter, à secouer le guidon le plus vite possible, celui qui le secouait le plus de fois. Et c'était que ça, quoi, juste m'amuser. Et c'est ça qui m'a plu, c'est le fait d'être libre. Peut-être l'aspect un peu créatif de dire tu peux créer tes lignes, tu vois, c'est un peu ce principe-là d'inventer ce que tu veux, tu vois. Je pense que c'est ça qui m'a plu un peu au début et ce qui me plaît toujours, je pense, dans tous les cas. Avant de continuer le podcast, petite pause car on vous l'a dit, ce podcast est sponsorisé, on en est très fiers, ça permet de le développer et aujourd'hui c'est la marque Supertour qui nous fait confiance. Supertour, c'est une marque française spécialisée dans le vélo, notamment le BMX et le VTT. Créée par Kevin Loquet, ancien sportif de haut niveau dans le VTT et passionné et pratiquant au BMX depuis de nombreuses années, Supertour est pensé sur le vélo, créé pour rouler. Récemment, ils ont développé 4 gammes de maillots 100% personnalisables. Vous pouvez choisir vos couleurs, ajouter des motifs, vos logos, bref, designer le maillot de vos rêves correspondant à votre style. Vous avez plusieurs choix de matières, les tissus sont sélectionnés dans les meilleurs ateliers, fabriqués en Europe à l'aide d'un graphiste français pour ne faire aucun compromis sur la qualité des maillots et afin d'avoir une réactivité rapide pour répondre
à vos demandes. Les coupes sont ajustées afin de s'adapter au plus grand nombre de pratiquants et offrir une grande liberté de mouvement. Le lien pour commander les maillots se trouve en description de cette vidéo YouTube. Minimum de 10 quantités nécessaires avant achat. C'est pour ça qu'on vous propose notamment de commander entre potes, avec un club ou avec un team. Et également en ce moment, vous avez des offres promotionnelles sur le site Super Tour en général. Vous avez par exemple une paire de gants offerte pour l'achat d'un maillot avec le code 100 gants ou encore une offre qui vous permet d'avoir un maillot offert pour 2 maillots achetés. Bref, on vous laisse découvrir tout ça. Le lien du site de la marque Super Tour, il est en description de cette vidéo et de ce podcast. Encore merci à Super Tour de nous permettre de se développer. On retourne tout de suite au podcast avec Thomas Barroca. Let's go. Allez, cette finale vient de partir. Watch the Gate, ça part extrêmement fort avec le numéro 14, Paul Thibaut Détupe. Paul Thibaut Détupe, et regardez la tenue verte de Thomas Barroca de Besançon qui s'enfile à l'intérieur et qui passe en tête. Besançon prend la tête dans le premier virage avec Thomas Barroca. À quel moment ça a commencé à venir les compétitions? Tu as été pilote plutôt de haut niveau quand même, il faut le dire, finale Coupe de France Élite. Ouais. Attendez, je vais les tours, attends, non. Faut rendre à César ce qui est à César. Une finale Coupe de France Élite. Moi, on roulait ensemble en Challenge France, tu étais parmi les meilleurs. Championnat de France Massy, je crois que tu fais une finale. Donc, tu as toujours fait partie des meilleurs de ton âge. Comment justement, je pose toujours la même question, c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Comment tu es passé de je m'amuse comme là à je commence à faire des compétitions tout doucement pour progressivement aller vers de plus en plus haut? Je pense que c'est venu de mon père qui m'a poussé à la compétition tôt. J'ai commencé en pré-licencié comme beaucoup, par de la régionale. Après, je suis vite allé faire des quarts France et mon premier TF, ça devait être à Vire, si je me souviens, 2006, 2007 par là, je pense. Donc, à 7-8 ans, j'ai commencé à faire du Trophée de France. Et après, il y a eu l'accès aux Coupes de France. Nous, à notre époque, peut-être que les gens ne le savent pas, mais quand tu étais en pupille, tu faisais des Coupes de France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, depuis pupille, j'ai toujours fait des Coupes de France, en fait. Et puis, Coupe de France, tu fais des petites finales quand tu es jeune, tu es qualif Europe, tu es qualif monde, et puis ça s'enchaîne, jusqu'à arriver en cadet et junior, où là, ça devient plus sérieux dans l'entraînement, dans ce que tu mets en place pour réussir, quoi. Mais ça s'est fait, en fait, vraiment petit à petit, du compétition régionale à premier TF, et puis ainsi de suite, quoi. Et je me suis posé la question en préparant cette interview, parce que il y avait à l'époque des pilotes comme Kylian Buteau-Villien qui était au pôle à Dijon, oui. T'es pas loin de Dijon. Ouais. Si je me trompe pas, t'as jamais intégré de centre de formation. Pourquoi justement? J'ai hésité une année à aller à Saint-Étienne. Julien était plutôt intéressé pour qu'on vienne avec Chloé Binetruy, parce qu'à l'époque elle gagnait tout, on va dire. J'ai pas fait ce choix parce que j'avais les outils pour faire à l'époque quand même ce que je souhaitais. Et comme a dit toujours mon père, le cocon familial est ultra important. Et j'avais une bonne piste quand même, j'avais un préparateur physique, voilà. Donc j'avais quand même une structure un peu autour de moi qui me permettait de performer. Donc jamais dans un pôle, j'aurais peut-être dû même, peut-être pour aller peut-être encore plus loin. Mais je le regrette pas et c'est le fait d'avoir cocon familial, des choses toutes simples, mais rentrer chez soi le soir, c'est des choses qui étaient importantes pour moi. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un papa qui a toujours fait les efforts qu'il fallait, quoi. Les sacrifices, pas les efforts, même les sacrifices, je devrais dire, de m'emmener. J'habitais quand même à 50 minutes de Besançon et il faisait les allers-retours 3-4 fois par semaine, quoi. Pour que je vienne m'entraîner sur la piste et tout, quoi. Très très peu de parents le feraient, je pense. Donc c'est aussi grâce à lui que j'ai pu aller jusqu'à faire ma finale en Coupe de France en élite. Justement, ton père, là aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on est au championnat d'Europe. Ton père, c'est le président du club de Besançon. Vous êtes une famille très investie dans le BMX. Et ton père, qu'est-ce qui justement, tu penses, l'a poussé à t'emmener comme ça? Alors j'avais posé la même question à Tessa, elle m'avait répondu, mes parents me voyaient heureux, donc ils prenaient du plaisir. Toi, j'ai l'impression que ton père, il te voyait heureux certes, mais lui-même, il prenait aussi beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui, tu penses, a fait que, justement, comme ça, vous êtes aussi rapprochés et ça a été un truc de famille, en fait? Ouais, je pense que quand j'ai arrêté, on s'est toujours fait un peu une promesse de dire on veut créer quelque chose de beau ensemble.
Lui, président, moi, entraîneur, salarié, faire des belles organisations, l'ADN, essayer de la monter le plus haut possible. Et ça lui tient vraiment à cœur. Quand tu vois la réaction qu'il a eue à 11 ans, je pense que peu de présidents auraient une réaction comme ça, quoi, de pleurer, d'être heureux comme ça pour ses pilotes. Quand il n'est pas là sur les courses, il m'envoie tous les chronos après chaque tour, il me dit tel, enfin il est vraiment à fond, quoi. Je ne suis pas dans les autres clubs, je ne peux pas savoir, mais d'un point de vue extérieur, je pense qu'il y a peu de gens aussi investis que lui, pardon. Et ouais, ça lui tient à cœur, parce que moi aussi, je prends énormément de plaisir. Aujourd'hui, je prends peut-être pas de plaisir, parce que j'ai plus de plaisir à rouler. Mais comme j'ai dit, j'ai jamais eu l'impression de travailler, en fait. Encore plus parce que j'ai fait un autre métier en parallèle d'entraîneur au début, qui m'a vraiment permis de comprendre la chance que j'avais d'être entraîneur, quoi. Donc, il voit que je suis heureux. Lui, il trouve son bonheur dans le fait d'accompagner ce projet, d'être un peu la base du truc, quoi. Tout est un peu imbriqué pour que bonheur, famille, sportif, enfin, voilà, quoi. Ouais. Avec sa plaque 45, c'est Arthur Beau, César Perciot, Thibaut Leblond sont là. Allez, toujours Thomas Barreca, c'est sa dernière course aujourd'hui. Jean-Claude en deuxième position. Alors qu'on tente d'attaquer, il y a Thibaut Leblond également. Arthur Beau qui est là. À quel moment tu commences à te rendre compte que peut-être que finalement, pilote, ça va être un peu compliqué ou c'est peut-être pas comme je l'imaginais. Toi, c'est comment, tu vois? Est-ce que tu t'es toujours dit je veux être élite, je serai élite, ou est-ce que tu savais peut-être au fond de toi, parce que j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un de très réaliste et que même parfois avec tes pilotes, là, tu peux l'être aussi très réaliste, de dire mais vous comprenez pas que être élite, être comme Joris Daudet, c'est tous les 10 ans, tu vois. Non, je me suis quand même donné les chances, j'ai été en STAPS avec horaire aménagé parce que j'étais sur liste ministérielle et tout, donc en fait j'avais très peu cours. Et donc je bossais avec Nico Archot à l'époque, donc ma première année élite justement, où là on va dire qu'entre guillemets je faisais le professionnel, dans le sens où je faisais que ça. J'avais mon petit appart à Besançon, enfin voilà, j'étais vraiment 100% focus sur le BMX. Donc forcément ça marche dans un sport comme le nôtre aujourd'hui, enfin forcément non. Mais ça aide, on va dire, parce que si tu te donnes les moyens, que tu es bien entouré, ça marche. Donc oui, j'ai fait une bonne première saison élite, mais j'entraînais déjà bénévolement, et puis j'étais en service civique à Baume-les-Dames, un petit club à côté de Besançon, et en fait ça prenait de plus en plus de place sur mon intérieur, dans le sens où je me grattais de plus en plus la tête, passais de plus en plus de temps à comprendre certaines choses vis-à-vis de l'entraînement, de nouvelles choses, et en fait je me suis blessé juste après la finale, je me suis blessé en finale à jouer les tours, et en fait derrière un peu le jeune idiot de 19 ans qui croit qu'il est le meilleur du monde, il dit c'est bon, je suis blessé, je me suis pas réellement réentraîné en fait après ma blessure, je suis revenu un peu la fleur au fusil, et je faisais des quarts, c'est déjà bien en première année élite, mais voilà, ça n'a pas trop accroché. Et puis il y a Bourges qui est arrivé dans le Bourges LDE, un diplôme d'état, et là la question s'est posée de se dire qu'est-ce que je fais, quoi. Et ce qui m'a motivé, c'était le fait que j'avais vraiment de plaisir à faire ça, que ça m'intéressait vraiment. Et puis aussi le fait de rendre un peu l'appareil à mon père, de me dire, je trouve qu'à 20 ans, être salarié, gagner sa vie, je trouvais ça beau. Et je me suis dit, plus je pourrais être indépendant tôt, plus je serais c'est pour moi une reconnaissance un peu de tout ce qu'il a fait pour moi et tout. Donc en fait, il y a ça qui m'a motivé. Et puis, je pense que j'ai ça. Je pense que tous les entraîneurs ont ça en eux. En fait, pour moi, je pense que c'est tu l'as ou tu l'as pas. Je pense l'avoir. Du coup, en fait, ça s'est fait et je regrette pas du tout, quoi. Alors oui, des fois, je le dis. Là, je vois ça, j'ai envie de rouler et ça me titille. Mais bon, ouais, ça passe, quoi. Et c'est vraiment infime, quoi, comparé à l'envie que j'ai d'être là avec les coachs et de faire mon job, quoi. T'as dit, ce truc-là, les coachs non. C'est quoi, justement, ce truc-là? C'est le fait de savoir transmettre, d'abord, je pense. J'ai jamais fait de finale en Coupe du Monde. J'ai jamais fait de finale en Coupe d'Europe. Enfin, en cadet, j'en ai fait, mais j'ai jamais fait en junior, mais jamais fait en élite, on va dire. C'est pas facile de retransmettre. C'est pas facile de savoir expliquer les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, pour être un bon entraîneur, un très bon entraîneur, c'est on va dire un supplément d'âme.
de savoir donner les bons mots, les bonnes paroles, savoir quand il faut peut-être pousser l'athlète, savoir peut-être te relâcher. C'est du feeling, des choses comme ça que tu n'apprends pas, mais que tu ressens à travers tes échanges avec tes pilotes et tout. C'est tout cet aspect un peu accompagnement plus que j'ai envie de dire qui fait la différence, quoi. C'est surtout là-dessus. Après, tout le monde peut réussir avec de la motivation à faire une planification d'entraînement, de muscu, de sprint s'il est curieux. Mais ce petit supplément d'âme qu'il faut avoir dans les moments clés, j'espère l'avoir. C'est ça qui fait la différence, quoi. Ce supplément d'âme, ça se présente comment concrètement ? C'est être capable, par exemple, c'est un exemple, hein, mais tu as un pilote qui doit jouer quelque chose d'hyper important, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, et puis que ça commence mal, réussir à le remettre dans le bon chemin, ou à l'inversement, ça s'excite trop, leur faire redescendre, c'est vraiment trouver cet équilibre pour en fait emmener ton athlète à son 100% de son potentiel jusqu'en finale. Et ça, c'est pas facile, quoi. Avec n'importe quel athlète, tous les athlètes ont besoin d'un entraîneur pour échanger et tout. Et c'est ça, être capable avec ces pilotes, de les emmener jusqu'au bout de la journée, jusqu'au bout du bout, quoi. Jusqu'au dernier tour, la dernière ligne, dans cet accompagnement, quoi. C'est dur à comprendre quand on est athlète, mais qu'est-ce que ça veut dire faire son 100% vraiment ? Ouais, typiquement, là, ce week-end, pour les Byzantins, ça va être très important de faire son 100%. Son 100%, c'est rouler comme on le sait le faire, sans plus, sans moins. Et c'est pas facile. Pour moi, il y a 3 types de pilotes. Il y a le pilote qui n'arrive pas à rouler à son 100%, qui est super fort à l'entraînement, mais qui n'arrive pas à reproduire ce qu'il fait. Il y a celui qui arrive à rouler aussi bien en course qu'à l'entraînement. Ça, c'est l'objectif. Et puis, il y a une catégorie qui existe très très peu, qui sont ceux qui arrivent à rouler beaucoup mieux en course qu'à l'entraînement. Être écrit dans cette catégorie. Typiquement, Nick Kiman, l'autre coup, il est venu à Besançon. Ouais, tu vois qu'il en met. Tu te dis, ouais, c'est un super bon pilote. Mais je pense que là, tu fais venir quelqu'un qui n'a rien vu au BMX. Tu lui dis, bon, il regarde. Il voit Jérémy Léo à côté. Ouais, ça roule vraiment bien. Il voit Nick. Ouais, tu dis qu'il est champion olympique et tout. Ah ouais. Ah ok, bon, ouais. Tu vois, c'est un exemple comme ça, mais c'était une séance d'entraînement. Après, moi, j'ai un exemple qui m'a toujours un peu marqué. Gauthier Young, pour ceux qui connaissent. Évidemment, Gauthier Young est à l'intérieur. Il n'est pas trop mal sorti de la grille départ, mais qui est bien parti également. C'est Titouan Blanchot de la division 1 nationale des Pays de la Loire. Ouais, effectivement, alors ça s'est légèrement touché dans le deuxième. Je le savais parce qu'il était au pôle, on se connaissait, on se côtoyait. Je me souviendrai toujours, la semaine avant un championnat de France, ça devait être en cadet, je pense, il gagne. Peut-être en junior. Non, en junior, c'est Léo, donc ça devait être en cadet. Et semaine de championnat de France, on fait une séance ensemble de start. Et sur peut-être 15 starts, je lui mets 15 fois, quoi. Ah, moi, je me dis, voilà, putain, ce week-end. Et il nous a démonté. Et quand t'échangeais avec Kylian Butovilien ou d'autres, il disait, ouais, à l'entraînement, en fait, il est pas du tout impressionnant, quoi. Mais en course, il arrive à se sublimer, quoi. Et ça, il n'a vraiment pas beaucoup, quoi. Et donc, ouais, ce 100%, c'est être capable de tout mettre au bon moment, sans trop en faire. Comme là, ce week-end, ouais, il y a la famille, je suis chez moi et tout. À justement pas tomber dans ce piège de vouloir trop en faire parce que je suis à la maison, parce qu'il y a du monde. C'est ça, et c'est pas facile, C'est du travail sur soi, c'est de l'échange. C'est aussi à eux de l'apprendre un peu et à se forcer, et surtout, parce que beaucoup de pilotes roulent au-delà de leur capacité. Et c'est dur, faut se forcer à rouler à son 100%, quoi. Pour en revenir à quand tu étais pilote, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué chez toi, c'est que tu faisais toutes les compétitions. En tout cas, quasiment le plus possible. Parce qu'au BMX, en général, on voit une espèce un fragment un peu qui est que dès lors que les pilotes sont en Coupe de France, généralement, ils arrêtent un peu de faire des régionales parce que le calendrier est hyper chargé, parce que ça demande beaucoup de préparation et parce que aussi, très honnêtement, le niveau en régional et l'esprit en régional est très différent qu'en Coupe de France. Toi, pour le coup, tu continues de faire les régionales, tu continues de tout faire. Pourquoi justement ? C'était par plaisir ? C'était parce que je sais que peut-être tu es quelqu'un de très terre à terre et parfois aussi c'est important de ne pas oublier peut-être d'où on vient. Toi, c'est pourquoi justement ? Je pense que c'est déjà venu de... J'ai toujours aimé faire des courses. On a quand même toujours eu malgré tout des belles pistes dans la région quand même.
Donc ça a facilité les choses. Après, c'est vrai que même en étant junior, en élite, je faisais toujours des courses régionales. Moi, à mes yeux, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à, on va dire, arriver en junior, en élite, le meilleur entraînement, ça reste les courses. Donc j'ai toujours fait des courses, c'est vrai, pour le rythme, pour travailler peut-être certaines choses, voilà. Je suis déjà venu sur des courses régionales où je me donnais des petits défis, voilà, pour travailler. C'était surtout dans le sens où c'était pour travailler, en fait. Et je pense que mon père me poussait pour toujours un peu garder les pieds sur terre et surtout pour le club, en fait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'élites. On était peut-être 2-3 élites qui galéraient un peu. Donc le fait de faire des régionales, c'était important pour le club, pour l'image du club, quoi. Donc ouais, c'était un petit peu un mélange de tout ça qui me faisait aller sur les courses, quoi. Ouais. Et j'ai fini, quand j'ai arrêté, j'ai fini sur un petit championnat de super régional. Je les ai fait quasiment toutes, pour le plaisir, parce que j'aimais passer des journées de course avec les petits du club, les parents. Je trouvais ça, c'est chouette, quoi. C'est aussi ça, le BMX, quoi. Voilà. Il y a la partie pro, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, où là, voilà, mais il y a aussi cette partie-là un peu échange avec les jeunes, les parents, un peu BMX Family, dans le sens là où ça me plaisait aussi, quoi, ouais. Ça me plaît toujours, d'ailleurs. Allez, Léo, tu peux aller le chercher, hein, le chien, tu peux y aller, Léo, on y croit, attention, attention, le ballon vient, il est enflammé. Allez, Léo, c'est parti, on y va. Allez, regardez le coup d'un coup, il va tomber, il est passé, Léo, tous les chiens, c'est énorme ce qu'il vient de faire. Sur la dernière ligne droite, il a pris tous les risques, champion du monde. Yes, énorme, il est génial. Justement, en tant que coach, j'ai écouté le podcast avec Théo Nonote, qu'on salue, qui était hyper intéressant. Et toi, justement, tu disais step by step. Comment toi, justement, maintenant que tu es coach, avec tes pilotes, tu leur fais parfois comprendre step by step? Je pense par exemple à un mec comme Léo Garoyan que tu entraînes, qui sort d'une année où il est champion du monde du 23. Ça doit parfois être compliqué de lui dire step by step, et dans les défaites, parfois de lui dire mais... Ouais. Typiquement, là, quand on est revenu de sa carrière de Papendal avec une finale, 2 quarts, une demi, et il était très déçu. Mais je l'ai fait relativiser. Je lui ai dit, ça reste quand même... c'est loin d'être dégueulasse, quoi. Je veux dire, tu fais quand même une finale, sans avoir une bonne préparation avant. Il a eu problème avec une dent... les entraînements loupés, il a eu beaucoup de petites choses qui sont venues grain de sable dans l'engrenage, on va dire. Et il ressort quand même avec ça. Alors oui, si tu compares aux autres Français, oui, ouais, ça c'est décevant. Mais encore une fois, step by step, il a que 23 ans, il apprend. Voilà, là il a fait le championnat de France, il a ramené un maillot. Oui, c'est que le time trial, mais ça reste un maillot. Il fallait quand même le prendre en élite. Il l'a pris. Bon, il est arrivé la crampe le dimanche. Voilà. Là, il a un championnat d'Europe à faire. Un championnat du monde. On est loin des Jeux Olympiques, de tout ça encore. Il a besoin d'apprendre. Il a encore pas fait. Enfin, faut savoir, Léo n'a toujours pas fait de finale au championnat de France élite, par exemple. Il l'a pas fait ce week-end, hein, il crampe en demi. Voilà, ça, il m'en a parlé. Par exemple, il m'a dit, j'ai toujours pas fait de finale au championnat de France. Championnat d'Europe, ça pareil, c'est nouveau pour lui. Championnat du monde, pareil. Dans la peau, tu dis, il peut aller en finale. Il peut aussi peut-être aller sur la boîte, voire même mieux, s'il est vraiment à 100% de ses moyens. Mais ça reste nouveau pour lui. Et faut le temps que ça se fasse, quoi. Donc ouais, step by step. Comme step by step avec des cadets, des juniors, ou voilà. Typiquement là, mes juniors, ils ont fait qu'une des 2 coupes du monde. Ouais, t'es junior, ça suffit, t'apprends, t'as ton permis, t'as ton bac, t'as le temps de faire des saisons complètes de Coupe de France, de Coupe d'Europe, quoi. Voilà. Comment justement on entraîne un junior, un cadet comme un Evan Oliveira versus comment on entraîne un Léo Garoyan, par exemple, tu vois, c'est quoi au niveau de l'approche? Parce que tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que les jeunes, tu leur apprends des choses
sur le BMX encore, etc. Parfois des petits positionnements, des choses comme ça. Les élites, tu peux toujours les corriger, mais j'ai l'impression que limite, au bout d'un moment donné, ils savent. Tu vois, un Dodé, par exemple, il sait, tu vois. Et voilà, quelle est la différence entre, par exemple, le Thomas Barocca avec des jeunes et le Thomas Barocca avec un Léo Garoyan, un pilote élite? Alors, moi, je pense qu'on peut toujours apprendre déjà. Donc, en fait, on n'apprend pas les mêmes choses. Je vais pousser beaucoup plus loin avec Léo, plus dans le détail. Je vais le repousser beaucoup plus dans ses retranchements aussi, forcément. Parce que lui commence à comprendre, je dis bien commence à comprendre ce que c'est de s'entraîner. Commence seulement à comprendre ce que c'est de faire le job depuis 1 an, 2 ans. Et encore, ça demande du travail parce que il reste jeune. Et moi, j'ai qu'1 an de plus, mais il reste jeune quand même. Et mais pour ce qui est plus de la piste, ça, c'est plus de repousser dans ses retranchements. Je bosse beaucoup plus en perso avec Léo, avec Mathis Jacquet, par exemple. Des séances où on n'est que les deux. Les autres, c'est plus du travail de groupe quand même encore. Alors, c'est spécifique, mais ça reste quand même du groupe. Et pour après, les plus jeunes, oui, c'est leur apprendre... quand ils arrivent au pôle, ils savent faire du BMX dans tous les cas, mais c'est pousser les petits détails qui font la différence. C'est leur apporter l'aspect technico-tactique, l'aspect mental, ces choses-là. Et Léo, ouais, c'est leur pousser dans ses retranchements, aller chercher les petits détails, trouver peut-être les petits exercices qui vont le faire progresser sur un aspect précis. Voilà, c'est ça que tu recherches après sur un athlète de très haut niveau comme Léo, quoi. Et quelle est justement pour toi la différence entre un très bon pilote et un excellent pilote? Bon, c'est le mental en BMX. Je veux dire, tu vois tu regardes un stage de l'équipe de France, tu fais, sauf Romain cette année qui est monstrueux, mais tu fais 10 starts, tu peux avoir 8 résultats différents du mec qui coupe en bas, quoi. Donc après, c'est celui qui est capable justement, ce qu'on disait avant, d'aller mettre son 100% au bon moment. Je prends l'exemple d'Arthur. Arthur, il n'a pas encore réussi à trouver le 100%, je pense, en finale de Coupe du Monde. Il l'a en Coupe de France, là, il n'y a aucun problème. Il l'a en Coupe d'Europe, voilà, mais en Coupe du Monde, il se rapproche. Mais il ne l'a pas encore, par exemple, ce qu'un Dodé est capable de faire, ce qu'un Romain a réussi à trouver aussi maintenant, ce qu'un Sylvain aussi a. On voit là, par exemple, à Arthur, il s'en rapproche. Et Arthur, d'ici peut-être fin de saison, là, il va la mettre, je pense. Il va la voir. Parce que ça prend du temps. Des finales en Coupe du Monde, c'est pas une finale de Coupe de France. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas pareil, c'est un autre sport encore. Et l'approche, du coup, c'est pas la même. Et c'est ça que j'aime bien avec Arthur, par exemple, ou un Léo ou d'autres. Tu vois qu'ils s'en rapprochent petit à petit, ça gratte des tours, ça gratte des places. Ça fait les meilleurs chronos en demi, mais ça s'écroule un peu en finale, mais ils s'en rapprochent, quoi. Et ce qui fait la différence, c'est ça, c'est être capable de mettre le bon tour, la bonne grille, la bonne accélération au bon moment, être capable de renfermer au bon moment, toutes ces choses-là, quoi. Ce que peu de pilotes savent faire, quoi. Typiquement, Nick Kiman, Jeux Olympiques, ou même, on n'a déjà pas Nick, Mary Stromberg, l'exemple type, c'est Mary Stromberg à Londres, qui fait 4 à tous ses tours quasiment. Ouais, tu te dis, bon, le pépère, il est en finale, c'est beau, quoi. C'est bien. Franchement, il a déjà pris sa médaille, c'est bien, c'est chouette, quoi. Et l'autre, il te sort là. Enfin, tu t'hallucines quand il sort la première ligne, il met un vélo à tout le monde. Ouais. Là, tu te dis, le mec. Puis derrière son interview, il dit, ouais, je me suis placé toute la journée, je me suis économisé, et puis je l'ai mis au bon moment, quoi. Là, mec, je retiens mon chapeau, et puis j'applaudis, quoi. Comment tu le travailles, ces trucs-là pas forcément toi, mais je veux dire, en général, comment, par exemple, pour un mec qui nous écoute, tu vois, avec une meuf qui nous écoute, comment ils peuvent travailler un peu ces petits points mentaux C'est déjà, il faut se laisser le temps. Ce que beaucoup font à un petit niveau, je vois beaucoup de super jeunes petits élites qui arrêtent très tôt parce qu'ils sortent de junior, ils claquent des finales en junior, voire même des victoires, et ils arrivent en élite et ça déraille derrière parce que ça fait de la moto, ça fait du quart, du 8e. Il faut se laisser le temps, en fait, ça prend du temps, l'expérience. Mais ça, c'est une expérience qui est très rare à prendre. Et exemple type, Sylvain, quoi. Sylvain, il a mis du temps avant d'arriver à un très 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 haut niveau, là c'est de ça qu'on parle.
Il a mis du temps avant sa première finale en Coupe du Monde, sa première victoire en Coupe du Monde. Il a été très proche en junior. Quand même, il faut savoir, il a failli gagner une Coupe du Monde quand il était en junior à Chula Vista. Il tape Mark Wheelers dans un virage, est trop gourmand et du coup il déclic et en fait il se fait passer. Et après il a remis du coup 2017, si je me trompe pas, quasiment 6-7 ans avant, 18, avant de gagner une Coupe du Monde, quoi. Et il a pas lâché, mais pareil, step by step, se remettre en finale, se remettre sur des places de 4-5, se remettre sur de la boîte, ça prend du temps, quoi. Parce que des finales de Coupe du Monde, même si tu les fais toutes dans l'année, bah là cette année ça t'en fait 10, quoi. Et personne n'est capable de faire 10 finales. Donc tu vois, c'est de l'expérience sur des moments très courts, très intenses que tu dois prendre et que tu dois comprendre qu'il faut que tu prennes le temps justement d'apprendre, de dealer avec toute cette pression, tout ça, quoi. Je pense qu'on a peut-être un peu pareil là-dessus. On fait des métiers passion. Et dans les métiers passion, ça demande des sacrifices. Parfois, c'est pas nous directement, ça peut être les proches, etc. Toi, est-ce que tu arrives à raccrocher ou pas? Ma copine me le force un peu. Et c'est bien. Je trouve qu'elle sait exactement quand me dire là c'est trop ou quoi. Mais ouais, j'aurais pas... même mon père me le dit des fois, j'aurais pas ma copine, j'aurais pas mon père. Bon, je pourrais dormir là, c'est mon expression, mais je pourrais dormir dans le clubhouse du club. Et en fait, j'ai envie de dire, un coach, c'est comme un athlète, je pense qu'il a besoin de relâcher. Tu peux pas être à 100%. Il y a des choses que j'adore faire, c'est par exemple, on a une équipe de basket à Besançon qui joue pas trop mal. J'adore aller voir le basket, c'est mon moment où je relâche. Là, je vais avoir une semaine après Glasgow où je coupe complet, c'est-à-dire que là, je ne vais même pas sur les réseaux sociaux, je coupe complet, plus de BMX. Je dis même à mes pilotes, voilà, et eux aussi, je leur demande de le faire, d'essayer de jouer le jeu, de ne pas aller sur les... Enfin, vraiment quitter BMX pendant une semaine, quoi. Il le faut, de toute façon, il faut trouver cet équilibre. Mais c'est dur, hein, parce que j'aime ça, mais il le faut. T'as pas le choix, tu peux pas être à 100%, parce qu'après, c'est là où tu fais plus la part des choses. T'as besoin d'avoir cet équilibre, je pense, d'avoir autre chose, de trouver d'autres points d'intérêt, quoi. Ouais. Parce que toi, il y a vraiment quelque chose que j'ai l'impression, c'est que quand ton athlète a une défaite, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est comme si toi, t'avais perdu, mais vraiment que tu te dis, mais merde, en fait, cet athlète a raté, mais j'ai raté moi aussi, en fait. Ouais. Ouais. C'est un point sur lequel je dois progresser, je pense, parce que ça me bouffe un peu quand même. Dans le sens où, quand je reviens d'un week-end, ça m'embête, quoi. Ça m'embête vraiment, quoi. Comme dit Léo en rigolant, des fois, il me dit « Tu vas me faire la gueule, là. » Je fais pas la gueule, c'est un jeu. Mais il sait que, ça me fait chier parce que, en fait, je donne tellement, je pense que... J'attends en retour que ça marche pour eux. J'attends pas que... Ils le font pas pour moi, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. En fait, j'ai vraiment envie que ça marche pour eux parce qu'ils se donnent tellement les moyens. On se donne tellement les moyens que j'ai envie que ça marche. Mais après, en BMX, ça ne peut pas toujours marcher. Donc ouais, c'est un point sur lequel je dois progresser, des fois, de prendre un peu du recul. De me dire, mais c'est le BMX, tu peux pas tout gagner, tu peux pas tout rafler. C'est pas possible, quoi. Mais je suis très compétiteur déjà. Je vais jouer à la PlayStation avec Michael ou Mathis, où j'ai envie de gagner eux aussi. J'ai une personne très compétitrice. Donc ouais, ça m'embête quand ça marche pas, quoi. Mais je commence à le comprendre et je mets des choses en place aussi moi de mon côté pour que ça marche. Mais ouais, des fois ça m'arrive de faire la gueule, quoi, à moi, hein, de me dire putain, mais pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, comprendre pourquoi ça a pas marché, quoi. Et c'est se remettre en question, comme un athlète en fait. Pour moi, c'est un peu le même fonctionnement, quoi. Quand on parle de toi, on parle automatiquement de Besançon et on parle automatiquement de la progression de Besançon. Parle-moi un peu de ce projet parce que
d'extérieur, quand je voyais ça, je me disais « Ah, mais Thomas Barroca a rejoint le club, c'est pour ça que sans doute le club a une nouvelle dynamique. » Alors qu'en fait, en venant et en découvrant tout le monde, bien sûr que tu es un des acteurs majeurs, mais pas du tout. Il y a Arnaud Préto qui est là, il y a ton père, et en fait, il y a énormément de gens qu'on n'imagine même pas, parce que parfois, c'est des papas de mamans de pilotes qui ne sont pas forcément en Coupe de France, mais parle-moi justement de ce projet. Comment vous êtes passé du club à Besançon qui organise un Challenge France à un club qui a quasiment aujourd'hui sur le papier la meilleure DN1, une équipe à venir qui est parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure. Comment justement cette dynamique s'est créée? En fait, quand j'ai arrêté pour le DE et pour être entraîneur, ma promesse que je me suis faite à moi-même, c'est en fait je ferai et je serai ce que j'aurais rêvé d'avoir. C'est toujours ce qui me motive en fait. J'ai jamais eu un entraîneur avec qui j'ai été ultra proche jusqu'à être grand. J'en ai eu un quand j'étais plus jeune. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir ça. J'aurais toujours rêvé d'avoir un pôle à Besançon, etc. Donc quand j'ai arrêté, mon projet de DE c'était le pôle, qui n'était pas un pôle, qui était juste une section au lycée à la base, mais qui a évolué. Donc ça s'est mis en place. Léo venait s'entraîner parce que son ex-copine était de Besançon, etc. Donc on a pris cette petite fenêtre-là pour le faire venir à Besançon. Désolé du terme, mais il a eu les couilles de le faire quand même, parce que c'était Besançon. Hein. Donc il est venu. On a vu ce que ça apportait au club parce qu'il venait souvent quand même s'entraîner. Les petits étaient super contents de l'avoir. Voilà. Avec Arnaud, il y a eu tout le relationnel sur le centre d'entraînement, le COPS, là où vivent les athlètes, etc. Et en fait, on s'est dit, ouais, ça marche pour Léo. Léo vient à Besançon. Jérém avec Inspire. Jérém toujours très pro en Coupe de France. Olympien. Ça fait rêver. Vas-y, on tente, on verra. Ça se fait. Hein. Et puis petit à petit, des jeunes recrues, Mathis Jacquet, Laura Mouget, etc., qui se raccrochent, et puis ça monte, jusqu'à aujourd'hui avoir une belle équipe, Mathis Rago qui nous rejoint, Tessa, c'est fou, quoi. Après, c'est beaucoup de boulot. On veut tous aller dans la même direction, on a tous un peu les mêmes attentes, et les pilotes commencent à comprendre, en fait, ce qu'on veut, Work for CAD, Johan, pareil, qui est à fond. Il a redit encore quand on a fait notre réunion préparation mentale, préparation de la course, il a redit on est en train de changer un peu le game, c'est ce qu'on veut et on veut essayer de professionnaliser le truc, quoi. Donc ça passe par des bénévoles qui sont investis à 2000%, un projet de club où ça plaît à tout le monde. Alors ça plaît pas à tout le monde au sein du club, hein, mais la grande majorité, c'est ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils veulent, quoi, et ça marche. Et puis comme je disais dans le reportage que vous avez fait, quand tu viens un mercredi après-midi, tu as Jérémy, Michael, Léo, Mathis qui viennent s'entraîner, puis que tu as les petits loisirs à côté, le bonheur, quoi. On s'en rend même plus compte, mais c'est fou, quoi. C'est fou pour le club, pour les petits. C'est fou, quoi. Tous les petits sont potes avec Michael. Vraiment, quoi. Non, mais ils parlent un peu français. Tu vois, ils sont proches, Léo. Ils sont tous proches, quoi. C'est le top, quoi. T'as Jérémy qui est là, c'est fou, quoi. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a rêvé, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le projet, quoi, d'avoir un truc sérieux où ils sont tous sur Besançon. Sauf Tessa, où elle a besoin d'être à Sky pour le projet des Jeux Olympiques après, tout ça. C'est une demande de la Fédé, donc voilà, mais pour les mecs et tout. Et puis et si Tessa, on lui demande de venir, elle vient. Je veux dire, ça va trop bien, quoi. C'est top, ouais. C'est pas facile, mais c'est beau. C'est à un moment donné, vous vous êtes posé et vous vous êtes... Parce que j'ai l'impression, quand je t'entends, que ce qui est hyper important, c'est d'avoir un projet qui va un peu te guider. Ouais. Vous, à un moment donné, vous vous êtes posé, vous êtes dit, bon, là, on fait ça. C'est venu comment? En fait, au début, c'était juste moi et mon père. Après, du coup, il y a Arnaud Préto qui s'est accroché au groupe, qui, lui, était professionnel sur route, qui a fait le Tour de France, qui a énormément de connaissances, qui a énormément de liens avec beaucoup de monde.
qui apporte cette petite patte de professionnalisation tout doucement. Et puis après, Work for CAD, etc., tout doucement. Et aujourd'hui, on a des belles marques qui nous suivent pour du BMX, je trouve, quand même. Voilà, quoi. Et c'est ce projet de dire, tous les ans, on essaie de faire mieux, que ce soit le club, la piste, l'ADN, ce qu'on leur apporte dans la structure, sur les courses, ce qu'on peut proposer aux pilotes pour les aider. Tous les ans, on essaie de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus. Et ça se fait comme ça petit à petit, quoi. Ouais. Justement, comment toi tu vois l'évolution du BMX? Alors t'en as parlé avec Théo dans le podcast, mais comment tu vois un peu le BMX dans 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra vraiment attirer des grosses marques, des Nike, des Thrasher comme on voit autour de, tu vois, des Palace comme on voit autour de France. Ouais. Toi, comment tu vois un peu l'évolution de notre sport? Qu'est-ce qui pourrait améliorer et qu'est-ce qui manque encore? On y arrive tout doucement quand même, parce que quand tu vois les Coupes du Monde sont retransmises en live sur l'équipe, c'était pas le cas avant. Tu avais juste les choix du monde en résumé. Là, ils sont encore là ce week-end. Toi, j'ai eu l'équipe au téléphone. Tu sens que ça leur plaît quand même. Ils ont envie de bien faire, tu vois. Ils veulent que les commentateurs soient bien. Ils veulent faire ça bien. Ça passera par la télé, forcément. Il faut que ce soit visible pour être vendu. Mais ça se fait petit à petit. Et puis, c'est du travail de oser demander des choses comme ça, quoi. Comme nous, Punch Power, Aircover, toutes ces choses-là. Oui, c'est pas ça qui fait vivre les pilotes. Oui, c'est pas ça qui fait vivre le club. Mais dans ce que ça apporte aux pilotes de se dire, voilà, j'ai une marque, j'ai mes bottes, j'ai mes produits, machin. C'est ça qui structure un peu pour aller vers le professionnalisme. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Mais pour moi, ça passera par la télé. Et voilà, aujourd'hui, moi, tu m'enlèves pas de la tête qu'aujourd'hui, tu fais venir quelqu'un aujourd'hui, ce week-end, là, qui n'a rien à voir avec le BMX. J'ai jamais vu quelqu'un repartir et dire, votre sport, ça m'intéresse pas. J'ai jamais entendu personne dire ça. Tout le monde... sont venus des gens qui n'ont jamais mis un pied sur un pied sur un vélo, qui n'ont jamais vu du BMX. Tous reviennent en se disant c'est un truc de fou votre sport. C'est un truc de fou. Et justement parce que tout le monde parle de potentiel, et je suis d'accord avec toi que j'ai jamais entendu aussi personnellement quelqu'un qui disait c'est pas dynamique, c'est pas beau à voir. Non, justement, à un moment donné, je sais plus, mais il y avait un média qui avait utilisé le terme Grand 8 olympique pour parler du BMX. Je crois que c'était au moment de Londres, quelque chose comme ça. Mais justement, tu vois comment on peut passer pour toi notre sport de il a du potentiel à il se réalise et devient un grand sport. Tu l'as dit, il y a la médiatisation, mais justement, la médiatisation, elle vient de par plein d'aspects. Pour moi, je l'ai déjà dit plein de fois, la plus grosse erreur qu'on est en train de régler petit à petit, c'est cette pause non comblée. Toi, justement, c'est quoi ton avis là-dessus? Il y a cet aspect de réussir à faire un format qui est diffusable. Voilà, ça, c'est la priorité. Je trouve que ça marche pas trop mal. Ça commence, c'est un petit peu long, mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Après, moi, je serais, encore une fois, je serais l'UCI, je ferais, c'est facile à dire, mais moi, j'aurais pas peur d'aller faire une Coupe du Monde au Qatar, une Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis. Dans des pays vraiment ouais. Pas l'habitude. Et des pays où ils n'ont pas l'habitude. Et moi, un sport visuel comme ça, je suis sûr que ça les intéresserait. Et t'es pas à l'abri qu'un Qatarais dise moi, je rachète les Coupes du Monde, comme ça a été fait pour le cyclocross. C'est 2 boîtes belges qui ont racheté la Coupe du Monde de cyclocross. Aujourd'hui, les primes, c'est énorme par rapport au BMX. Ils font venir des 40 000 personnes, je parle du monde, quand même 50 000 personnes, quand même. J'adore le cyclocross, donc je ne veux pas le critiquer, mais malgré tout, ça reste moins impressionnant que ça. Donc il faudra taper des portes, ouvrir des fenêtres un peu sur d'autres aspects. Et j'ai dit toujours en rigolant, mais je suis sûr que le jour où on fait une Coupe du Monde là-bas, il y en a bien parmi tous ceux qui ont les pétrodors qui vont me dire mais moi ça j'achète. Et ça, je vais vous le faire puissance 10, quoi. Mais priorité, c'est le bon format qu'on est en train de trouver. Et après, s'ouvrir à peut-être d'autres endroits où
bah, y a de l'argent. Hein, là, et puis voilà quoi. Après, oui, il y a toujours ce débat de se dire c'est le Qatar. Voilà, avec la Coupe du Monde, on peut pas le répéter, hein, mais faut le considérer. Mais ouais, essayer de vendre le produit en voyant d'autres lieux, quoi, où là, il y a des gens qui connaissent rien, que ça pourrait intéresser, quoi. De se dire, ouais, bah moi, j'ai ma société, je dis n'importe quoi, Qatar Gasoline, je vais quadrupler vos primes, je vais quadrupler le ranking. Par contre, je veux réduire le nombre de pilotes. Voilà, ça arrivera peut-être un jour, hein. Et ça se fait tout doucement quand même, quoi. Mais là, ça va dans le bon sens, franchement. Là, en 5-6 ans, l'évolution, je trouve qu'elle est quand même folle sur la globalité du truc, que ce soit à l'échelle nationale en France ou même internationale. Je trouve que l'évolution, elle est dingue, quoi. Donc ça va dans le bon sens, ouais. Et dans les pilotes, justement, quelle évolution tu vois entre tes débuts, alors tu étais plus jeune, donc peut-être que c'est différent, mais quelle évolution tu constates au niveau des pilotes, que ce soit dans leur mentalité, que ce soit aussi au niveau de leur gestion, parfois même peut-être financière, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est les pilotes parfois en vivent, il y en a quelques-uns. Comment tu vois cette évolution, toi ? Bah, c'est sûr qu'à l'époque, il y en avait très peu. Alors, il y a eu les années 90 où là, ça a beaucoup marché, et l'évêque, tout ça, gagnait beaucoup plus qu'aujourd'hui même. Et après, il y a eu un gros trou jusqu'à ce que ça redevienne olympique. Et ça monte. Aujourd'hui, il y a les fédérations qui trouvent des solutions pour aider les clubs, pour faire des salariés. Il y a l'armée. Et il y a de plus en plus de sponsors qui osent mettre des billets. Des marques osent mettre des billets sur des pilotes de BMX. Donc, ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est plus pour la partie financière. Après, pour la partie entraînement, préparation des pilotes, je pense que ne serait-ce qu'un Joris Daudet, c'est une évolution de jeune élite à aujourd'hui. Je pense que c'est plus du tout le même sport. Donc ce que ça lui demande sur les à côté, sur même aborder une compétition, le déroulement d'une compétition, ça a complètement changé, quoi. Un truc tout bête, là, j'ai regardé la Coupe d'Europe ici en 2010 et en 2014. Donc c'était il y a 10 ans presque. Les à côté, les abords et tout, une déchetterie, le truc. Des palettes partout. Une pauvre tribune ici, il n'y avait rien, quoi. 4. Et pourtant, tout le monde était là. Hein. 2014, tu avais Joris qui revenait des US. Il y avait Oquendo qui était là, Nagasako. Enfin, c'était grandiose. Et quand j'étais, au moment que j'avais 14 ans, 15 ans, moi j'étais à Disneyland. Et là, tu regardes, tu te dis, mais wow, catastrophique, quoi. Tu te dis, l'évolution, elle est dingue, mais tu te rends pas compte. Et en fait, c'est hier, je montre à mon père, je dis, mais regarde, quoi, c'est affolant. Et à l'époque, on pensait qu'on avait fait un truc de grand malade, quoi. Puis tu regardes Nantes, et là, je regarde J'espère ce week-end, tu te dis, non, mais là, on parle pas du même truc, quoi. Mais parce que, bah ouais, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, ne serait-ce que, même l'UEC, là, leur sponsor qu'il faut mettre en avant, voilà. Ça va dans le bon sens et tout, mais ouais, pour le coup, et puis je parle même pas de 2010. La Coupe d'Europe en 2010, j'en parle même pas, parce que là, j'en parle même pas. Je te jure, c'était Naples, quoi. Tu te dis, mais parce que c'est finale junior, t'en as qu'un qui saute, quoi. C'est Sylvain qui saute. Cette vidéo, vous mettez Best of Sylvain André 2010, vous regardez, vous dites, ouais, là, ça a changé quand même en 10 ans, un peu plus, là, en 13 ans. Ouais, ça évolue, quoi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de sports qui évoluent aussi vite que le nôtre, quand même. Chaque sport évolue, forcément. Mais tu regardes un match de la Coupe du Monde de football de 2010, ça reste du football. Aujourd'hui, tu regardes quand même, ça a vachement évolué. L'équipement, ce qui est mis en place par les équipes nationales, ce qui est mis en place par les fédérations, tout ça, c'est énorme, quoi. Ouais. Et c'est beau, franchement, ça fait rêver, quoi. Et j'espère qu'un jour, on sera comme en route, où chaque DN est une équipe pro, où en fait tout le monde est salarié, tout le monde est serein et tout le monde a un bus. Nous, c'est notre rêve, par exemple. On rêverait d'avoir un camion atelier bus pour venir sur les Coupes de France, quoi. Voilà, c'est un trip, c'est notre kiff, on rêverait. On en est loin, mais un jour ça arrivera, je pense. TV Eugma, ils ont bien réussi à le faire. Alors, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, mais pendant 4-5 ans, quand même, ils étaient dans un autre univers, quoi. Mais complet, hein. C'était un mois en Australie, il y avait le camion, ils avaient un staff meilleur que l'équipe de France, que l'équipe de Hollande, qui sont les deux meilleurs staffs, on va dire, ou l'équipe de Suisse.
Et c'était un truc privé, quoi. Pouah. Bon, il y a le papa Ogma qui a des sous derrière, voilà, mais on peut y arriver, je pense. Je pense qu'on peut y arriver un jour, ouais. On arrive bientôt à la fin, 54 minutes qu'on Déjà. discute. On pourrait après, on peut faire une deuxième partie, mais moi j'aimerais savoir, ce serait quoi ton but ultime, voilà, le truc qui puisse arriver. Ça peut être un résultat, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose. Les trucs où après tu pourras te dire, bon bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant c'est bon. Bah, le rêve ultime que tu dis toujours, je pense, c'est de se dire, bah, un Evan Oliveira. Voilà, que tu as depuis cadet, bah, tu dis tu l'emmènes jusqu'au jeu. Voilà, ça c'est un rêve, tu te dis, bon, bah, voilà, d'avoir un jeune comme ça, tu fais cadet, junior, U23, élite, et puis tu l'emmènes jusqu'au jeu, et puis au jeu, bah, pourquoi pas une médaille, tu vois, voilà, allez, ça c'est le rêve. Après, moi, mon rêve de tous les jours, c'est ce que je dis, c'est essayer de me dire, quand ils rentrent le soir chez eux, les pilotes, ou après un week-end de compétition, de se dire que ouais, mon entraîneur, il a donné son maximum, il a été là pour moi. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait rêver, triper, c'est de me dire de tout faire pour que je sois une aide, que je sois un plus, d'être une vraie plus-value pour les pilotes, quoi. C'est ça, mon rêve, c'est peut-être un peu vendeur de rêve ce que je dis, mais c'est vraiment ça, c'est de me dire que ouais, j'ai été une pièce à l'édifice d'un titre, d'une saison, parce que je me suis, désolé du terme, je me suis arraché le cul toute l'année, j'ai fait tous les déplacements qu'il fallait faire, j'ai été toujours là, et puis voilà quoi, tout simplement, essayer de donner le maximum sur la piste, à côté, ouais, c'est ça qui me fait rêver. Puis après, bah, ouais, il y a se dire t'en emmènes un jusqu'au bout, quoi, ça c'est quand même un truc de fou, quoi, si ça arrive un jour, ouais. Je serais heureux. Dernière question, qui tu souhaiterais voir dans ce prochain podcast? Petite question qu'on pose comme ça, ça nous a dit Laetitia Le Cornillier. Ouais. Toi, qui est-ce que tu aimerais voir? N'importe qui. C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien... Ça peut être un anglophone aussi, hein, ça peut être... Ah ouais? Ça, oui, non, je dis n'importe qui. Moi, j'aimerais bien Liam Phillips, qui a été le pilote qu'on connaît, hein, voilà, qui est devenu entraîneur et qui a quand même des résultats. Après, c'est un Anglais, donc il est très discret. Et quand tu regardes, Liam Phillips, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, mec, c'est abusé. Alors oui, tu vas toujours avoir les mauvais gens qui disent « Ouais, mais il prend les meilleurs, il prend Nick, il prend Marcard, il prend Zoé. » Mais ouais, mais Coco, faut les emmener quand même après au-dessus, quoi. Je veux dire, c'est facile de les prendre, mais vas-y, va faire gagner une médaille olympique. Je pense pas que pour Nick, ça a été facile avec la rotule, par exemple. Je pense que quand t'es entraîneur, là... là, je pense que là, tu te dis, là, tu te grattes la tête, tu te dis, là, c'est my time, là. Donc ouais, Liam Phillips, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, quoi. Et puis après, en France, pour le côté entraîneur, ça serait Thomas Allier, qui a des pilotes étrangers qui marchent très fort. Voilà, et après, un pilote, Carlos Alberto Ramirez, qui parle français, et qui est le pilote le plus sous-coté de l'histoire du BMX. Ah bah oui. On a fait une vidéo de ça. Ah ouais. Mais Carlos, c'est all-time, sous-coté. C'est-à-dire que tu demandes à des gamins qui est mec, il a fait 2 médailles, Coupe du Monde. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur l'agressivité. Comme je dis toujours, je suis 2, va faire premier, putain, vas-y, va le bouffer en dernière ligne, quoi. Je suis toujours comme ça. Je dis toujours, je veux que mes pilotes soient des chiens quand les dents qui frottent par terre. C'est pas très beau, c'est pas très poétique, mais c'est ça un peu la grinta. J'adore ce mot-là qui vient d'Amérique du Sud, des Argentins. Et Carlos, c'est... Moi, Carlos, ça serait mon rêve d'avoir un pilote comme ça, moi.
À travers sa discipline, son exigence et surtout sa passion pour le BMX, Thomas Barocca innove et devient un des acteurs reconnus dans son milieu. Il ne reste désormais plus qu'à observer si le temps lui donnera raison. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast en espérant qu'il vous ait plu. Alors si c'est le cas, vous pouvez le liker si vous êtes sur YouTube, mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, bref, c'est ce qui permet de faire vivre le podcast et de développer le média. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour des débriefs, des analyses, des histoires, bref, transmettre notre passion du BMX. Merci infiniment également à Super Tour qui a sponsorisé le podcast. On vous donne rendez-vous à très vite.